L'horloge murale sonne 6h37 lorsque je ressens la première douleur dans la poitrine. Ce n'est pas une douleur, pas encore. C'est comme si un petit morceau de mon cœur s'était détaché, comme ces engrenages que je trouve parfois sur le sol de l'atelier après une longue journée de travail. Je m'appelle Alaric Dubois. J'ai 68 ans et depuis 42 ans, je restaure des montres à Marseille. Chaque pièce qui passe entre mes mains est porteuse d'une aide histoire. Une Omega de 1952 ayant appartenu à un marin. Une Cartier qu'une femme a vendue pour payer les funérailles de son mari. Une simple Timex qu'un père a léguée à son fils avant de partir à la guerre. J'ai toujours pensé que prendre soin des montres, c'était comme prendre soin des gens. Patience, délicatesse, la certitude que chaque composant a sa place exacte, sa fonction irremplaçable. C'est pourquoi j'ai consacré tant de temps à Séraphin, mon fils unique. Je croyais que, comme les aiguilles qui reviennent toujours à la même place, il serait là quand j'aurais le plus besoin de lui. L'atelier se trouve au rez-de-chaussée de notre maison, un immeuble en pierre du 19e siècle, rue de la République. Depuis le décès d'Éloise, ma femme, il y a 8 mois, le silence a pris une autre dimension. Avant, elle descendait le matin m'apporter le café et se plaignait du bruit des outils. Maintenant, je n'entends plus que mes pas et le bourdonnement incessant des horloges en attente de réparation. Séraphin a 35 ans et travaille dans une agence de marketing à Paris. Ces dernières années, nos conversations se limitaient de bref, de brefs coups de fil le dimanche, toujours interrompus par ses engagements qui semblaient plus urgents que la voix fatiguée de son père. « Désolé, Porridge, je dois y aller. On se parle plus tard », était sa phrase préférée. Pourtant, j'y croyais. Je croyais que l'éducation que nous leur avions donnée, les valeurs que nous leur avions inculquées, les soirées passées à les aider à faire leurs devoirs de maths pendant qu'Éloise préparait du chocolat chaud, tout cela prendrait racine. Des racines que ni la distance ni le rythme effréné de la vie moderne ne briseraient. La semaine dernière, il m'a appelé pour me dire qu'il venait à Marseille pour quelques jours. « J'ai besoin de m'éloigner de Paris, pape, et je veux passer du temps avec toi. » Sa voix était différente, plus mature. J'ai cru qu'il comprenait enfin l'importance de ces moments, qu'il comprenait que le temps, ce maître implacable que je connais si bien, ne pardonne pas l'hésitation. J'ai tout organisé. J'ai rangé sa chambre, que j'avais conservée intacte depuis son départ. J'ai acheté les ingrédients pour faire une bouillabaisse, son plat préféré depuis son enfance. J'ai même annulé quelques travaux pour gagner du temps. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que quelque chose de bien allait arriver. La seconde douleur dans ma poitrine est plus forte. Je sais maintenant que quelque chose ne va pas. Mes mains tremblent légèrement, tandis que j'essaie de régler le mouvement d'une montre suisse, et la loupe me glisse des doigts. Mon cœur s'emballe, comme un chronomètre désaccordé. Je vais à la cuisine chercher de l'eau, mais mes jambes tremblent. La maison tourne lentement. Les meubles semblent plus loin. C'est là que je réalise que j'ai besoin d'aide. Séraphin est arrivé la nuit dernière et a fait la grasse matinée. Je monte lentement l'escalier, m'agrippant à la rampe et frappe à la porte de la chambre. « Séraphin? Mon fils, je dois aller à l'hôpital. » Avant de continuer, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Nous serions ravis de vous entendre. Séraphin? Mon fils, je dois aller à l'hôpital. La porte s'ouvre lentement. Il apparaît, échevelé, en pyjama, avec cette expression endormie que je connais depuis l'enfance. Mais lorsqu'il voit mon visage pâle et ma main posée sur le mur, quelque chose change dans son regard. « Mon Dieu, pape, que s'est-il passé? » Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Les mots sortent de manière saccadée tandis qu'il m'aide à descendre les escaliers. Dans la voiture, Séraphin conduit en silence, mais je remarque ses mains crispées sur le volant. L'hôpital de la Timone n'est qu'à 15 minutes, mais chaque feu rouge me semble une éternité. Aux urgences, tout va vite. Électrocardiogramme, analyse de sang, questions sur les douleurs thoraciques et les antécédents familiaux. Les médecins parlent d'épisode cardiaque, de surveillance, de s'admission préventive. Des mots qui résonnent dans le couloir comme le son creux d'une horloge cassée. Séraphin se tient à mes côtés tandis qu'on me transfère dans une pièce au 3e étage. L'environnement est aseptisé, impersonnel. Murs blancs, odeur de désinfectant, bourdonnement constant de machines que je n'arrive pas à identifier. Rien à voir avec le confort de mon atelier, où chaque bruit a un sens. « Ça va aller, mon pote », dit-il, mais sa voix a perdu la conviction qu'elle dégageait autrefois. Il gigote, consultant fréquemment son téléphone.
Les médecins ont dit que c'était juste une précaution. Je passe le reste de la matinée branché à des écrans, à regarder les chiffres défiler sur un écran vert. Séraphin est assis dans un fauteuil inconfortable à côté de moi, feuilletant de vieux magazines. De temps en temps, il lève les yeux et sourit, mais c'est un sourire machinal et distant. Vers midi, il se lève et se dirige vers la fenêtre. En contrebas, Marseille s'étend jusqu'au port, et au-delà, la Méditerranée scintille sous le soleil de septembre. C'est alors que j'entends les premiers mots qui vont tout changer. Papa, il fait vraiment chaud aujourd'hui. L'entreprise organise une réunion sur la plage de Cassis. Ce serait bien que je vienne, tu sais, pour rester en contact. Mon cœur déjà fragile semble se serrer. Mais n'as-tu pas dit que tu étais venu pour être avec moi? Ouais, bien sûr. C'est juste... Écoute, tu vas bien maintenant. Les médecins ont dit que c'était juste une observation. Je peux juste aller me mouiller les pieds, boire une bière avec les gars, et je reviens ce soir. Promis. Se mouiller les pieds. Cette phrase résonne dans mon esprit comme le tintement d'une cloche fêlée. 42 ans à m'occuper d'engrenages délicats m'ont appris à reconnaître quand quelque chose cloche. Et cette excuse, cette précipitation à me laisser tranquille, alors que j'ai le plus besoin de compagnie, ne me convient nulle part. Séraphin, je commence à dire, mais il attrape déjà sa veste. Ne t'inquiète pas, papa. Tout est sous contrôle ici. S'il arrive quelque chose, les infirmières ont mon numéro. Il s'approche du lit et m'embrasse sur le front, un geste automatique, comme s'il suivait le protocole. Il n'y a pas de véritable affection, juste une obligation déguisée en affection. Repose-toi, je reviens bientôt. Et puis il s'en va. Le bruit de ses pas dans le couloir s'estompe jusqu'à se perdre dans le vacarme constant de l'hôpital. Je reste seul, les yeux rivés sur le plafond blanc, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Pour la première fois en 68 ans, je comprends ce que signifie être véritablement abandonné. L'écran à côté de moi continue de biper à une fréquence régulière, mais en moi, quelque chose de fondamental vient de se briser, comme un ressort moteur qui se dessert et empêche tous les rouages de fonctionner harmonieusement. Ce n'est pas de la colère que je ressens. Pas encore. C'est une tristesse profonde et viscérale qui prend naissance dans mon ventre et se répand dans ma poitrine comme une nappe d'huile. C'est la soudaine prise de conscience que le fils pour qui j'ai sacrifié tant d'heures, tant de rêves, tant d'opportunités, ne me voit que comme un obstacle entre lui et ses plaisirs momentanés. Mouille tes pieds. Pendant que je lutte pour maintenir mon cœur en haleine, il mouillera ses pieds sur la plage. Je ferme les yeux et pour la première fois depuis des décennies, je n'entends plus le tic-tac familier des horloges. Seul le silence cruel d'un hôpital et la certitude que quelque chose de fondamental, quelque chose que je croyais indestructible, vient de se briser en moi. Les heures passent comme des siècles. L'hôpital a son propre rythme, différent du monde extérieur. Des pas précipités dans le couloir, des conversations chuchotées, le bip constant des appareils, des sons qui devraient être réconfortants, signes de vie, de mouvement, de soins, mais qui, pour moi, sont un cruel rappel de mon insignifiance. Je ne suis qu'un autre numéro sur un lit blanc. L'infirmière qui vient prendre ma tension s'appelle Margot. Elle a la cinquantaine, les cheveux gris attachés en chignon, et elle me parle avec cette gentillesse professionnelle qui permet de garder une distance raisonnable avec la souffrance des autres. Comment vous sentez-vous, monsieur Dubois? Mieux, je mens. Car comment expliquer que ce n'est pas mon cœur qui me fait mal, mais quelque chose de bien plus profond? Elle note les chiffres sur un presse-papier et s'en va. Un autre employé apporte le déjeuner. Un bouillon fade, du pain blanc, de la gélatine qui tremble dans son contenant en plastique. Je mange lentement, forçant chaque bouchée, me remémorant les déjeuners préparés par Éloise. Ratatouille aux herbes de notre petit jardin. Pain encore chaud de la boulangerie du coin. Le vin que nous ouvrions pour les grandes occasions. Occasion spéciale. À quand remonte ma dernière occasion? Par la fenêtre, je regarde Marseille vaquer à ses occupations indifférentes. Les voitures passent là sur l'avenue, les gens marchent sur les trottoirs, la vie continue comme si mon absence n'avait aucune importance. Et peut-être que non. Peut-être ai-je surestimé mon importance dans le monde. Cet après-midi-là, j'essaie d'appeler Séraphin. Le téléphone sonne. Messagerie. Bonjour, vous êtes bien Séraphin Dubois. Laissez-moi un message, je vous rappelle au plus vite. Sa voix est jeune, confiante, pleine de projets,
dont je ne fais certainement pas partie. Je ne laisse pas de message. Que dirais-je? Fils, ton père a peur et il est seul. S'il te plaît, reviens de ta baignade. J'ai besoin de toi. Ces mots me sembleraient pathétiques, même à moi. La fin d'après-midi apporte une mélancolie particulière. C'est l'heure où, à la maison, je fermais l'atelier et montais dîner avec Éloise. Elle me demandait toujours comment s'était passée ma journée, quelles montres étaient arrivées, si j'avais appris quelque chose d'intéressant sur leurs histoires. Nous n'étions que deux vieux messieurs, à discuter d'engrenages et d'horloges, mais il y avait un véritable amour dans ces conversations banales. Maintenant, je n'ai personne pour me dire qu'aujourd'hui j'ai remarqué que le cardio-fréquence-mètre tic-tac comme un chronomètre déréglé, ni que la lumière de l'hôpital à 18 heures crée des ombres qui me rappellent l'atelier au coucher du soleil sur Marseille. Petites observations qui meurent avec moi parce qu'il n'y a pas d'oreille prête à les entendre. Une assistante vient changer ma perfusion. Elle est jeune, peut-être du même âge que Séraphin, lorsqu'il a commencé à quitter la maison pour l'université. Elle se déplace avec la hâte de quelqu'un qui a d'autres patients qui attendent, d'autres tâches à accomplir. « Ta famille n'est pas venue te rendre visite aujourd'hui ?» demande-t-il. T-il sans malice, se contentant d'engager la conversation. La question est directe. Mon fils s'occupe de choses importantes. Elle sourit et s'en va. Des choses importantes. Tremper ses orteils dans la mer pendant que son père croupit à l'hôpital. Quelle étrange hiérarchie de priorités. La nuit tombe lentement, apportant avec elle une solitude encore plus profonde. Les couloirs se font plus silencieux. Les visiteurs s'arrêtent, les patients tentent de dormir. Mais le sommeil ne vient pas. Je fixe le plafond, comptant les taches d'humidité, essayant de ne pas penser à tout ce que j'ai construit au cours de ma vie. L'atelier, la maison, les montres soigneusement restaurées. Séraphin, élevé avec amour, éduqué et soutenu dans chacune de ses décisions. Les sacrifices que j'ai faits, les opportunités de développer l'entreprise que j'ai refusées pour assister aux matchs de foot de l'école, les voyages que j'ai annulés pour financer ses études à Paris. Tout semblait prendre sens lorsque j'avais la conviction d'investir dans quelque chose de durable, que l'amour parental était un mécanisme fiable, capable de faire bouger les choses pendant des générations. Mais les montres se cassent, et quand elles se cassent, elles sont parfois impossibles à réparer. Vers 11 heures du soir, mon téléphone vibre. Un message de Séraphin. « Papa, tout le monde a décidé de dîner ici même à Cassis. Je vais dormir chez un ami et je rentre tôt demain. Bisous. » J'ai lu le message 3 fois avant de pouvoir en saisir toute la signification. Il ne reviendra pas. Pas aujourd'hui. Il préfère un lit étrange et la compagnie de connaissances superficielles à la présence de son père, qui pourrait ne pas se réveiller demain. Il préfère prolonger son plaisir plutôt que d'affronter la réalité. J'ai 68 ans, le cœur fragile, et rien ne garantit que nous aurons encore beaucoup d'occasions d'être ensemble. C'est le message que je reçois à l'hôpital, seul, effrayé, branché à des machines qui surveillent un cœur brisé, non seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Je ferme les yeux, et pour la première fois depuis la mort d'Éloise, je pleure. Non pas des larmes de chagrin silencieuses, mais des sanglots profonds et furieux qui résonnent dans la pièce vide. Je pleure la naïveté de croire que le sang engendre la louauté, la stupidité de placer autant de confiance en une seule personne, la solitude brutale de découvrir qu'à 68 ans, je suis totalement superflu dans la vie de la seule personne qui devrait m'aimer inconditionnellement. Quand les larmes s'arrêtent, enfin, quelque chose en moi a changé pour toujours. Le père qui a tout sacrifié pour son fils est décédé aujourd'hui dans cet hôpital. Il ne reste plus qu'un vieil homme qui doit apprendre, trop tard, que le seul amour fiable est le sien. C'est le 2e jour, alors que l'espoir s'était déjà transformé en résignation amère, qu'elle apparaît. Je me réveille au son de la porte qui s'ouvre doucement. Il est 6 heures du matin, une heure où d'habitude seules les infirmières font leur ronde mécanique. Mais la silhouette dans l'embrasure de la porte est différente, plus jeune, plus hésitante. « Bonjour, Monsieur Dubois. Sous adjutora Isolde Moreau. » Sa voix a un accent que je n'arrive pas à identifier immédiatement. Elle s'approche du lit d'un pas prudent, portant un presse-papier et un stéthoscope qui semble trop petit dans ses mains délicates. « Désolé de vous déranger si tôt. J'ai vu votre dossier et je voulais discuter un peu. » Elle a la trentaine, les cheveux bruns attachés en une simple tresse et les yeux verts qui semblent porter une tristesse familière.
Il y a quelque chose dans sa façon de bouger qui attire mon regard, une délicatesse qui n'est pas seulement professionnelle, mais profondément humaine. Le médecin traitant est absent? Je demande, plus par curiosité que par inquiétude. Non, non, je suis cardiologue ici, mais... Elle hésite, vérifiant son bloc-notes, comme pour reprendre courage. J'ai vu que vous êtes hospitalisé depuis 2 jours et que vous n'avez reçu aucune visite. Parfois, j'aime discuter avec des patients qui semblent avoir besoin de compagnie. Son honnêteté me désarme complètement. Ce n'est ni un protocole médical, ni une obligation professionnelle. C'est de la pure compassion humaine, quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Mon fils est occupé. Je mens automatiquement, essayant de préserver un peu de dignité. Isolde prend une chaise et s'assoit à côté de moi, ignorant complètement mon mensonge poli. « Que faites-vous dans la vie, monsieur Dubois? » « Je suis horloger. Ou plutôt, je l'étais. Je ne sais plus. » Ses yeux s'illuminent de façon inattendue. « De vieilles horloges? » Principalement. Des pièces des années 40 à 70. Omega, Cartier, quelques raretés suisses. Elle se penche en avant, sincèrement intéressée. Mon grand-père avait une Omega Seamaster de 1947. Elle est tombée en panne quand j'étais petite, et il n'a jamais pris le temps de la réparer. Il disait que c'était comme si le temps était mort avec ma grand-mère. Il y a quelque chose dans sa façon de parler qui résonne profondément en moi. Une compréhension intuitive que les objets peuvent véhiculer des émotions, que réparer des mécanismes est parfois un moyen de guérir des blessures invisibles. Seamaster 57, mouvement calibre 501, probablement le vrai ressort. Il est fragile, mais pas irréparable. Vraiment? Son visage s'illumine, rendant la pièce moins aseptisée, moins froide. J'ai toujours voulu essayer de réparer ça, mais je n'en ai jamais eu le courage. C'était tout ce qui restait de lui. Nous avons passé toute la matinée à parler de montres, mais en réalité, nous avons parlé de bien plus que cela. De la façon dont les objets peuvent contenir des souvenirs, de la patience nécessaire pour restaurer quelque chose qui semble irrémédiablement brisé, de la satisfaction de voir quelque chose renaître. Isolde me raconte qu'elle a grandi en Bretagne, dans une maison près de la mer, que le bruit des vagues pendant les tempêtes l'apaisait enfant, qu'elle a décidé de devenir médecin après avoir vu son grand-père dépérir dans un hôpital comme celui-ci, seul, oublié par la famille qui aurait dû l'aimer. Parfois, dit-elle en regardant par la fenêtre, je me dis que prendre soin des autres, c'est comme réparer des horloges. Cela demande du soin, du temps, de la patience et surtout, la conviction que ça vaut la peine d'essayer. La comparaison me frappe de manière inattendue. Pendant des décennies, j'ai cru que prendre soin de Séraphin était comme restaurer une pièce de valeur, un investissement de temps, de dévouement et d'amour. Mais peut-être me suis-je trompé sur la nature du projet. Peut-être que certaines personnes sont comme des montres bon marché, produites en série et jetables. Et peut-être que d'autres sont comme des pièces rares que nous trouvons quand nous nous y attendons le moins. « Avez-vous de la famille ici à Marseille ?» demande-t-elle en fin d'après-midi lors d'une de ses visites non officielles. Pour la première fois depuis 2 jours, je décide d'être totalement honnête. J'ai un fils, mais il est à la plage, il se mouille les pieds. Isolde ne pose pas de questions. Elle ne lui offre pas de paroles de réconfort en l'air. Elle hoche simplement la tête, comme si elle comprenait profondément la douleur d'être abandonnée par celui qui devrait prendre soin de vous. « Vous savez, dit-elle après un long silence, quand j'étais petite et que mon grand-père est mort, ma mère m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Parfois, l'amour vient des endroits les plus inattendus, et parfois, ceux qui devraient nous aimer n'y arrivent pas. Mais cela ne veut pas dire que nous ne méritons pas d'être aimés. » Les mots résonnent dans la pièce comme le son d'une cloche lointaine. Pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, j'ai l'impression que quelqu'un me voit vraiment, non pas comme un patient, ni comme un numéro sur un lit, mais comme une personne méritant attention, soin et dignité. Cette nuit-là, quand Isolde me dit au revoir après une autre longue conversation sur les montres et les souvenirs, je me rends compte que quelque chose de fondamental a changé en moi. La douleur de l'abandon est toujours là, mais elle a maintenant de la compagnie. Une petite flamme d'espoir que je pensais définitivement éteinte. Peut-être que la vie peut encore me surprendre. Peut-être qu'il y a encore des gens capables, comme moi, de voir la valeur d'un vieux matériel usé. Et peut-être, juste peut-être, le meilleur reste à venir.
Alors que je m'endors ce soir-là, pour la première fois depuis 2 jours, j'entends le tic-tac familier des horloges. Je ne sais pas si c'est ma mémoire ou mon imagination, mais ce son m'apaise comme une berceuse, le son du temps qu'il me reste encore devant moi. 3 semaines après ma sortie de l'hôpital, je suis de retour dans mon atelier, mais tout semble différent. Les outils sont toujours là, les horloges en attente de réparation sont restées sur l'établi. La lumière du matin entre toujours par la même fenêtre. Mais je ne suis plus le même homme qui est parti d'ici un matin de septembre avec une douleur à la poitrine. Séraphin est venu me chercher à l'hôpital. Il est arrivé précipitamment, avec des excuses élaborées. Travail qu'il ne pouvait pas quitter, engagement inévitable et panne de voiture. Des mensonges bien construits pour masquer le simple fait qu'il préférait 3 jours de plaisir à la compagnie de son père malade. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. Je l'ai juste écouté en silence, l'observant comme une horloge cassée, essayant de localiser précisément où les engrenages avaient lâché. « Ça va, papa? Tu as l'air différent. »« Je vais bien, » ai-je répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un mensonge. Pendant ma convalescence, Isolde m'a rendu visite à plusieurs reprises. Toujours sous prétexte de prendre des nouvelles de mon cœur, elle passait des heures à me parler de montres, d'histoires et de la vie. Lors d'une de ces visites, il m'a apporté l'Oméga de son grand-père, une pièce magnifique, figée depuis 15 ans, attendant quelqu'un qui sache la ressusciter. Puis-je essayer de la réparer? Ai-je proposé en manipulant la montre avec le soin que l'on porte aux objets de famille. Ce serait merveilleux. Mais je ne veux pas que tu t'imposes à moi. Me forcer? Réparer des montres n'a jamais été pour moi une corvée. C'est une passion, un art, une façon de dialoguer avec le temps, et le faire pour quelqu'un qui s'en soucie vraiment, qui comprend la valeur sentimentale de chaque pièce, c'est presque sacré. Il m'a fallu 1 semaine pour la restaurer entièrement. Nettoyage en profondeur, nouveau ressort, réglage précis des aiguilles. Quand je l'ai enfin entendu à nouveau tic-tac, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Isolde a pleuré quand elle l'a rendu fonctionnel. « Je ne peux pas prendre ça gratuitement, » dit-il en essayant de me payer. « Oui, tu le feras. C'est un cadeau d'un vieil horloger à quelqu'un qui m'a rendu quelque chose de bien plus précieux. » Quoi? Le rappel que je suis toujours utile. C'est à ce moment-là que tout a vraiment commencé à changer. « Et Alaric, » dit-elle ce jour-là, « j'ai une idée folle. Et si on créait quelque chose ensemble? » Sa proposition était audacieuse. Transformer l'étage de ma maison, vide depuis la mort d'Éloise, en un petit centre culturel, un lieu où je pourrais enseigner aux jeunes l'art de l'horlogerie, où les histoires pourraient être préservées aux côtés des pièces qui les portent. « Avez-vous de l'expérience dans l'éducation? » ai-je demandé, encore en train de réfléchir. « J'ai de la patience, de la curiosité, et je suis proche des jeunes qui ont besoin d'un but. À l'hôpital, je vois beaucoup d'enfants perdus et sans repère. Imaginez si nous pouvions leur apprendre non seulement un métier, mais aussi une philosophie de vie. » L'idée m'a immédiatement fasciné. Pendant 40 ans, j'ai travaillé seul dans mon atelier, préservant un savoir qui allait disparaître avec moi. La perspective de tout transmettre, de voir ce savoir-faire se perpétuer entre d'autres mains, était enivrante. Nous avons commencé modestement. Isolde a amené 3 jeunes hommes. Mathieu, 17 ans, qui avait abandonné l'école, Claire, 20 ans, qui souffrait de dépression, et Hugo, 15 ans, fils d'immigrés algériens qui passait ses journées dans la rue. Leur première rencontre fut gênante. Ils ne comprenaient pas pourquoi on perdait du temps à réparer de vieilles montres, alors que tout le monde utilisait son téléphone portable pour lire l'heure. Les montres, expliquai-je en brandissant une Longens de 1965, ne servent pas seulement à donner l'heure. Elles sont porteuses d'histoire. Celle-ci appartenait à un homme qui l'a acquise à sa retraite de l'usine. Il a travaillé 40 ans au même endroit, a élevé 3 enfants et a vu naître 2 petits-enfants. À sa mort, sa famille a voulu la vendre. Mais j'ai convaincu sa petite-fille de me laisser la réparer avant. Savez-vous ce qui s'est passé? Tous les 3 me regardèrent avec une curiosité croissante. Lorsqu'elle entendit à nouveau le tic-tac, elle dit que c'était comme si son grand-père était de nouveau vivant dans la pièce. Elle décida de garder l'horloge. Aujourd'hui, elle marque l'heure à laquelle ses arrière-petits-enfants jouaient dans la même pièce où son arrière-grand-père lisait le journal. Mathieu fut le premier à céder. Il avait des mains expertes,
et une patience naturelle qui m'ont surpris. Claire s'identifiait à l'aspect émotionnel. Chaque réparation était comme une thérapie, une façon de mettre de l'ordre dans un monde chaotique. Hugo avait le don. En 2 mois, ils ont pu effectuer des réparations de base. En 4 mois, Mathieu avait restauré seul sa première montre complète, une Tissot de 1972 trouvée dans une friperie. L'espace, autrefois silencieux comme un mausolée, était désormais animé. Discussions sur les techniques, découvertes sur l'histoire des pièces, rire lorsque quelqu'un parvenait à faire fonctionner un engrenage après des heures d'essai. Isolde a organisé une petite inauguration officielle pour ce que nous avons baptisé Atelier du temps. Elle a invité des amis de l'hôpital, des voisins curieux et quelques collègues médecins. Rien de grandiose, juste un après-midi portes ouvertes pour présenter ce que nous étions en train de construire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais trouvé mon véritable héritage. Ce n'était pas Séraphin, qui était venu à l'investiture par obligation sociale, était resté 20 minutes, puis était reparti, prétextant des engagements urgents. Ce n'étaient pas les horloges que j'avais réparées pendant des décennies, des objets qui finiraient par tomber en panne. Mon héritage, ce sont ces 3 jeunes qui ont appris non seulement à réparer les mécanismes, mais aussi à valoriser l'histoire, la patience et le dévouement. C'est Isolde qui a découvert dans un atelier poussiéreux une nouvelle façon de guérir. Ce fut la transformation d'un espace de deuil en une célébration des possibles. Vous rendez-vous compte, dit Isolde plus tard dans l'après-midi, que vous créez quelque chose qui durera beaucoup plus longtemps que n'importe quelle montre? Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas de réparer des choses cassées. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait perdurer bien au-delà de ma vie. Ce soir-là, seul dans l'atelier après le départ de tous, j'ai regardé autour de moi et j'ai souri. Le tic-tac des horloges résonnait comme une symphonie de promesses. L'avenir, qui pendant 3 jours à l'hôpital m'avait semblé vide et dénué de sens, regorgeait désormais de possibilités. Séraphin m'avait abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais de cette douleur inattendue était né quelque chose d'infiniment plus précieux. La découverte que la famille ne se définit pas par le sang, mais par le choix, l'attention et une présence authentique. Et que même à 68 ans, il était encore possible de recommencer. 6 mois après l'ouverture de l'Atelier du temps, la vie avait trouvé un rythme que je n'aurais jamais imaginé possible. Mathieu a trouvé un emploi chez un horloger du centre-ville de Marseille. Claire a décidé d'étudier l'histoire de l'art, fascinée par les liens entre objets et souvenirs. Hugo, le petit garçon naturellement doué, est devenu mon assistante attitrée. Ses petites mains peuvent atteindre des composants que mes mains arthritiques ne peuvent plus atteindre. L'atelier reçoit désormais régulièrement des visiteurs. On y apporte des montres cassées depuis des décennies, non seulement pour les faire réparer, mais aussi pour écouter l'histoire de chaque pièce. Isolde a organisé une petite exposition permanente présentant les pièces les plus intéressantes que nous avons restaurées, chacune accompagnée de son histoire familiale. C'est un après-midi de décembre, alors que nous cataloguions les pièces pour les archives de l'exposition, que la découverte qui allait tout changer a eu lieu. « Alaric !» lance Isolde depuis la salle d'exposition. « Tu dois voir ça. » Elle se tient devant une vitrine, une loupe à la main, et examine une montre de poche en or que j'ai restaurée il y a 3 mois. C'était une pièce exceptionnelle, une Patek Philippe de 1923, offerte par une dame âgée qui l'avait héritée de son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» je demande en m'approchant. « Regardez ici, à l'intérieur du couvercle. » Je prends la loupe et examine sa direction. Gravé en minuscules lettres, à peine lisibles, un nom qui me fait battre le cœur. Pierre Moreau, apprenti, 1923-1925. Moreau, murmurai-je en levant les yeux vers Isolde. Comme ton grand-père? Elle hoche lentement la tête, les yeux brillants d'une émotion que je ne parviens pas à déchiffrer immédiatement. Pierre Moreau. Mon grand-père s'appelait Pierre Moreau. Les pièces s'assemblent dans mon esprit comme les rouages d'un mécanisme complexe, fonctionnant enfin en parfaite synchronisation. Je me précipite aux archives de l'atelier, où je conserve des traces de décennies de travail. Je feuillette rapidement les plus anciens carnets jusqu'à trouver ce que je cherche. 1923-1925, lis-je à voix haute. Pierre Moreau, 16 ans, apprenti horloger dans l'atelier de maître Auguste Dubois.
Isolde me regarde, sans vraiment comprendre. Auguste Dubois? Mon père. Cet atelier était le sien avant d'être le mien. Pierre, ton grand-père, était l'apprenti de mon père. Le silence qui suit est chargé d'une émotion presque palpable. 70 ans nous séparaient de nos grands-parents. 70 ans durant lesquels la vie a suivi des chemins apparemment aléatoires. Pierre s'est installé en Bretagne, s'est marié, a eu des enfants, a élevé Isolde loin de Marseille. Auguste m'a tout appris sur les montres, m'a laissé l'atelier et est mort à mes 40 ans. Et maintenant, un après-midi de décembre, nous découvrons que notre rencontre à l'hôpital n'était pas une coïncidence. Il était temps, ce maître silencieux, de tisser une histoire qui a commencé à s'écrire bien avant notre naissance. Il y a plus, dis-je, en retournant au vieux carnet. Ton grand-père n'était pas un apprenti comme les autres. Regarde ça. J'ai lu un mot écrit de la main soignée de mon père. Pierre a des mains d'or et un cœur encore plus grand. S'il restait à Marseille, il serait le meilleur horloger de la ville. Mais l'amour l'appelle. Qu'il soit heureux. Isolde, assise sur une chaise à proximité, digère encore sa découverte. Il disait toujours avoir appris l'horlogerie à Marseille, mais il n'en donnait jamais les détails. C'était simplement la période la plus heureuse de sa jeunesse. « Pourquoi es-tu parti? » « À cause de ma grand-mère. Elle était bretonne. Elle était venue ici en vacances et ils sont tombés amoureux. Il l'a suivie, y a ouvert un petit atelier, mais n'a jamais réussi à s'y établir pleinement. Il a toujours dit qu'il avait laissé une partie de son cœur ici. Nous avons pris l'Oméga que j'avais restauré pour elle, la montre de son grand-père, et l'avons comparée aux techniques que je retrouve dans les carnets de mon père. La similitude est indéniable. Pierre a bien appris, et même loin de Marseille, il a continué à appliquer les méthodes qu'Auguste lui avait enseignées. « Sais-tu ce que cela signifie? » demandai-je, encore absorbé par l'ampleur de la découverte. Que notre rencontre n'était pas une coïncidence. Plus que cela signifie que lorsque vous êtes arrivé à cet hôpital, lorsque vous avez décidé de prendre soin d'un vieil homme solitaire que vous ne connaissiez pas, vous avez, sans le savoir, bouclé une boucle qui avait commencé à se dessiner il y a près d'un siècle. Ce soir-là, nous avons organisé une petite fête au studio. Hugo avait amené ses parents, Mathieu était venu avec sa petite amie, Claire était arrivée avec des fleurs du marché. Nous avons raconté l'histoire de notre découverte, montré les archives anciennes et expliqué comment le destin avait silencieusement œuvré pour nous réunir. « C'est comme si, dit Claire, toujours poétique, le temps vous avait réservé l'un pour l'autre jusqu'au moment opportun. Pendant la fête, Séraphin débarque à l'improviste. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Depuis l'ouverture du studio, nos contacts se limitent à des messages sporadiques et des coups de fil rapides. Il observe l'activité avec l'air de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Les gens rient, parlent de montres, me traitent avec une affection et une admiration sincère. « C'est quelle fête, papa? » J'explique la découverte, le lien entre les familles, comment Isolde et moi avons découvert que nous étions destinés à nous rencontrer bien avant notre naissance. Séraphin écoute poliment, mais je vois dans son regard la même indifférence que d'habitude. Pour lui, ce ne sont que des coïncidences intéressantes, des histoires curieuses sans signification profonde. « Super, » dit-il enfin, les yeux déjà fixés sur son téléphone. « Bon, je dois y aller. Je suis juste passé voir comment tu allais. » Il me dit au revoir rapidement, m'embrasse sur le front avec le même geste automatique que d'habitude et s'en va. Isolde s'approche après la fermeture de la porte. « Ça va? » « Mieux que bien. J'ai enfin compris quelque chose de fondamental. Quoi? Toute ma vie, j'ai cru que la famille était une fatalité, que parce que Séraphin était mon fils, nous aurions automatiquement un lien spécial et indestructible. Mais j'avais tort. La famille n'est pas une fatalité, c'est un choix. C'est une présence, c'est une attention sincère. Je regarde autour de moi dans le studio, ces gens qui ont choisi d'être ici avec moi, qui trouvent de la joie dans les mêmes choses qui me fascinent, qui ont transformé ma maison en une célébration de la vie et des possibilités. Voici ma vraie famille. Vous êtes ma vraie famille. Isolde sourit, et dans ce sourire, je vois des échos de ce que mon père a dû ressentir lorsqu'il enseignait à son grand-père. La satisfaction de transmettre son savoir, d'être de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Plus tard, lorsque tout le monde est parti et qu'il ne reste plus qu'Isolde et moi pour organiser l'espace, elle me pose une question qui résonne profondément. Regrettez-vous d'avoir vécu cette expérience à l'hôpital? Je réfléchis bien avant de répondre.
La douleur de l'abandon est toujours là, marquée, mais pas oubliée. La déception envers Séraphin n'a pas disparu comme par magie. Mais, non, répondis-je avec une certitude absolue. Sans ces 3 jours de solitude, je n'aurais jamais appris à distinguer ceux qui m'aiment vraiment de ceux qui ne font que remplir leurs obligations. Je n'aurais jamais découvert que je pouvais encore être une, que je pouvais encore construire de nouvelles choses, que je pouvais encore être heureuse. Et nous ne nous serions jamais rencontrés. Exactement. L'abandon m'a appris à reconnaître la véritable attention lorsqu'elle apparaît. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Éloise, j'ai dormi profondément et paisiblement. Non pas parce que tous mes problèmes étaient résolus, mais parce que j'avais enfin compris que le bonheur ne dépend pas de qui nous abandonne. Cela dépend de la personne que nous choisissons de serrer dans nos bras lorsqu'elle nous rencontre. Et cela dépend du courage de continuer à croire que, même à 68 ans, les meilleures rencontres de la vie peuvent encore être à venir. Le tic-tac des horloges de l'atelier ci-dessous résonne comme une berceuse, le son du temps que nous avons construit, du temps que nous avons partagé, du temps qu'il nous reste pour créer des histoires mémorables. Lorsque l'abandon rencontre la justice, nous découvrons que la plus grande vengeance n'est pas de faire payer l'autre, mais de trouver un bonheur si complet qu'il rend la douleur passée sans importance. Et ceci, enfin, est à moi.